Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous d'Antoine avec Joseph Castellet, dit Joss. Bonsoir Joss. Bonsoir Antoine, merci de me recevoir pour la suite et la fin de notre passionnante enquête sur Saxo Oman. Donc on a vu dans la première partie les problématiques qui étaient liées au transport, au levage de ces mégalithes de Sacsayhuaman. J'ai toujours du mal à le prononcer. Dans la deuxième partie, tu nous as présenté la théorie du moulage qui tient bien la route, mais on a vu il y avait quand même quelques petits défauts à régler. Et ces petits défauts, tu vas les régler aujourd'hui, dans cette dernière partie, grâce à une méthode que tu as appelée la méthode de sillage, et que tu vas nous présenter maintenant. Eh bien, tout à fait. Je vous rappelle que dans les conférences précédentes, nous avons imaginé une méthode pour mouler nos blocs par coulage de géopolymères dans des réservations creusées dans le sol, les démouler, les amener à la zone d'érection du mur et les basculer pour les mettre en position. Mais il nous reste à définir une méthode qui permette d'assembler les murs bloc par bloc, les uns contre les autres, sur ceux qui sont déjà posés, en assurant un contact parfait entre les faces des différents blocs. Voilà notre nouveau cahier des charges et c'est là que je vais m'appliquer à le satisfaire dans la conférence qui suit. Entendu, allez, tu sais ce qu'on fait, on va passer directement à la présentation de tes dernières diapositives sur le sujet. Alors, maintenant, j'ai trouvé une solution de moulage. Je sais qu'il va y avoir des gens qui vont dire, bon, même si vous moulez dans le sol, même si vous taillez le premier trou parfaitement, c'est dans le sol, c'est dans la terre, il y a des particules qui vont se décrocher, et quand vous allez couler, vous n'aurez jamais des surfaces aussi planes qu'une feuille de papier ou une planche de bois. C'est ça, c'est-à-dire que dans cette méthode de moulage au sol, on va dire le défaut de cette théorie, c'est qu'on ne peut pas se retrouver avec chaque... Il est impensable que tout soit parfait, et qu'on ait voilà. coulé 1000 pièces les unes contre les autres, et qu'après, quand on les met ensemble, les contacts soient parfaits. Ça m'a paru, moi aussi, je me suis dit, là, c'est critiquable, c'est très critiquable. Et c'est là où il y a une personne qui m'a soufflé un peu l'idée du moulage. Euh, et là, on est plus d'accord, parce que lui, il pense qu'avec cette solution de moulage, on en a fini, tout est bon. Et moi, je me suis dit, non, là, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait autre chose. J'ai parlé d'un trou de scie tout à l'heure, au début de la conférence, d'un coup de scie, d'un trait de scie. Et là, ça m'a fait tilt. Euh, et du coup, Joss, tu disais que la méthode de moulage t'avait été soufflée par quelqu'un, c'est qui exactement? Oui, tout à l'heure, je cherchais le nom, là, c'est Laurent Domis, euh, un artisan sculpteur, je crois, qui, en échange entre moi et Demian, nous a soufflé cette idée-là. Il a fait un petit YouTube que j'ai mis sur mon Facebook d'ailleurs. Euh, je t'enverrai Voilà, on mettra le lien, vous inquiétez le pas, on lien pour mettra que le les lien gens sous la puissent aller vidéo. voir parce qu'il mérite ça. Là. Mais bon, comme je disais, moi, son idée m'a beaucoup plu, mais comme je suis, par rapport à lui, je suis un expert en moulage, lui, c'est plutôt un expert en sculpture. Donc, moi, j'ai un peu évolué et je me suis dit que, je me répète, que cette solution de moulage avait ma faveur, mais qu'elle n'était pas complète. Elle ne pouvait pas me permettre d'avoir des pièces ajustées au trait de scie. Et donc, c'est là où on arrive C'est à cette théorie ma qui finition, va à ma finition. révolutionner toutes les explications si elle s'avère être la bonne. C'est la méthode de sillage, une méthode de sillage assez particulière. Oui, alors comment ça m'est venu, l'idée, ça souvent, je vais sur Internet voir un petit peu comment on taille les murs de marbre ou calcaire dans les carrières
Ça me donne des idées un petit peu comment ont pu faire les anciens pour tailler leurs pierres. Et puis une chose que j'avais vue maintes fois mais qui m'avait pas tilté, j'ai vu qu'à un moment donné que on scie, on, on, on a des pans de mur là, qui sont déjà découverts par en haut, avec une haveuse, une scie circulaire, on creuse l'arrière là, on fait 2 trous verticaux contre le mur, mais il y a une partie du mur qui est en avant. On fait 2 trous horizontaux par-dessous. On enfile un câble dans ces trous, pardon, verticalement et on le récupère horizontalement. On le met sur une poulie, on met un moteur électrique, on fait tourner. Et dans ce câble en acier, on a mis des pastilles qui ont des pièces de carbure de tungstène qui coupent. On fait tourner ça à grande vitesse et on scie. Et là, ça fait tilt. Je me dis, voilà, il faut qu'on scie. Et les Incas, ils n'avaient pas la roue, ils n'avaient pas l'acier, mais les Incas étaient des experts en cordes. Voir un peu les quipus, là, qui se réveillent à faire du comptage, mais surtout les ponts. Ils font des ponts tous les ans qu'ils refont avec des cordes extraordinaires, de toutes dimensions, de toute taille, de tout diamètre, avec tout type de plantes, là. Je me suis dit, mais voilà, je vais amener mes blocs qui sont moulés l'un contre l'autre et je vais avoir des défauts. Peut-être même des défauts pendant le transfert. J'aurais rayé la pierre ou j'aurais fait quelque chose qui ne va pas. Alors, je vais les mettre côte à côte et je vais passer un fil, un câble, une corde. Si les pierres sont l'une contre l'autre, j'ai un joint vertical, je regarde là, il n'est pas parfait. Il n'est pas comme ce qu'on voit. Ce qu'on voit, je ne passe pas une feuille de papier, je ne passe pas un couteau. Là, j'ai mes 2 blocs qui sont à touche-touche, mais quand je monte d'en haut en bas, je vois des creux et des bosses de quelques millimètres. Allez, de 5 millimètres, de 1 centimètre peut-être. Mais là, je me dis, bon, ben, je vais mettre une corde en haut, une corde que j'ai préparée, j'ai mis du miel, j'ai mis un abrasif, j'ai collé de la colle, les anciens savaient en faire, hein, on fait bouillir des os, de la graisse, des cartilages, on crée de la colle. Et c'est de la colle solide d'ailleurs, ou du goudron. Et je vais coller sur cette colle, sur cette corde, pardon, je vais coller du sable dans lequel il y a du quartz. Donc je vais mettre de l'abrasif. De la même façon qu'on nous raconte qu'en Égypte, les Égyptiens sciaient le marbre, le granit, avec une bande de cuivre, et que pour avoir un truc qui coupe, ils mettaient du sable. Et bien je fais la même chose, mais au lieu d'avoir une bande de cuivre, j'ai une corde. Et ma corde, ben, on me dit, oui, mais ta corde, elle va s'user tout de suite. Oui, mais ma corde, elle fait 100 mètres. Elle fait 1 kilomètre. Je commence en haut, et puis dès qu'elle est usée, je tire et je commence. Et je descends du haut jusqu'en bas. Et c'est pas parfait. Je regarde, je peux encore pousser la pierre l'une contre l'autre. C'est pas parfait encore. Mais je recommence. Et en même temps, par en haut, je mets du sable très fin, du corindon, par exemple, qui est un sable très fin qui va rentrer dans la. Alors, ce que je vais faire, c'est que au début, mes blocs ils sont dans le dessin du haut. J'ai 2 surfaces qui ne sont pas parfaites, qui ne sont pas compatibles. Je passe une fois la corde, je les mets encore l'une contre l'autre, c'est déjà mieux. Je recommence, c'est déjà mieux. Je recommence. Et à la fin, au dernier passage, c'est parfait. J'ai scié, mais je n'ai pas scié dans la masse. J'ai fait un limage, j'ai fait Alors ça me convient. Ça va me permettre, quand on va me dire que mon moulage n'est pas suffisant pour avoir des pierres parfaites, et je vais présenter ça. Ah oui, mais là, on va chercher la puce, le morpion. On va me dire, attendez, votre truc est bien, mais à l'horizontale, comment vous faites? Ah ben, à l'horizontale, il faut trouver une solution. Donc ça, c'est la verticale, un petit dessin. Donc vous avez les 2 blocs côte à côte, 1 et 2. Il y a un homme ici et un homme de l'autre côté. J'ai dessiné la corde, bon, c'est un croquis, hein. Bon, je tire, je pousse, je descends. Tu penses que uniquement 2 bonhommes, ça suffisait ou... Ah, mais bon, peut-être qu'il en fallait 3 ou 4 de chaque côté. Oui, mais c'est le principe, c'est le principe. Okay. Hein, après, ce que je disais, ça c'est quelque chose qu'on peut essayer. Ça peut être fait en archéologie expérimentale. Ça peut être testé, ça. Donc on verra effectivement si c'est 3 ou 4 bonhommes de chaque côté, parce qu'il faut quand même exercer un effort pour rentrer là.
c'est pas tout d'avoir un élément abrasif comme le quartz. Encore faut-il que j'exerce en tirant, je vais provoquer une pression sur la corde pour qu'elle descende. Donc, peut-être un gars tout seul, c'est pas suffisant, et au bout d'un quart d'heure, il va en avoir marre. Donc, je remis le dessin à côté. Bon, à la fin, j'ai les blocs parfaits. Maintenant, j'ai posé ce bloc-là. Je l'ai posé là. Je viens de régler ce problème. J'ai réglé la verticale. Mais il est posé sur ce bloc-là. Et j'ai le même problème ici, c'est pas parfait. Alors, comment je vais faire pour aller passer ma scie là-dessous? Alors, le principe, hein, je vais poser le bloc sur le bloc du bas en interposant au tout début 1 centimètre de sable. Ce qui me permettra, c'est ce que j'ai dessiné en noir, avec des gars ici et ici, mais ne sont pas dessinés, de scier ou de passer un coup de scie à l'horizontale. Sauf que quand j'aurai fini, eh bien, les blocs sont à touche-touche, et je n'ai plus de sable dessous, et je n'ai plus de scie. Et c'est là que je retrouve un intérêt à ces fameux tétons qui dépassent, que moi je n'ai pas utilisé pour l'instant, hein, puisque Vicentelli ou Vincent Lille, lui, il les a utilisés pour mettre le bloc en station sur le bloc. Lui, il dit qu'il y en a 2 devant et 2 derrière. Moi, je ne sais pas s'il y en a derrière. Je n'ai fait aucune photo de bloc derrière, on ne les voit pas. Je sais qu'il y en a 2 devant. Et donc, il faut aussi que moi, je trouve une utilité à ces trucs. Et là, je la trouve. Parce qu'en mettant 2 poteaux sous les parties qui dépassent ou dans les trous, et en mettant une cale dessous pour lever à peine, je basculer de quelques centimètres mon bloc. Je ne cherche pas à le lever, je cherche à le basculer. Il va se basculer sur son arête arrière. Ça me permettra de remettre du sable dessous. Et quand j'aurai mis le sable dessous, j'enlèverai mes poteaux qui tiennent le bloc. Il va se reposer à nouveau sur le sable. Et je vais recommencer mon sciage. Autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que les deux faces du bloc supérieur et du bloc inférieur soient dans un contact parfait. Alors là, du coup, je suis quand même obligé de te poser la question, ce qui est la même que tout à l'heure, finalement, par rapport aux autres théories. Est-ce que ça fonctionne avec des blocs qui font 60, 100 tonnes, 300 tonnes? Parce que à partir du moment où tu as ton bloc qui est sur celui du dessous, ok, avec le système de levage, on arrive à mettre le sable abrasif. Et une fois que tu as reposé ton bloc sur ton sable, tu vois, ta corde là, elle fait comment pour passer? Il faut que je mette suffisamment de sable la deuxième fois pour que quand je lâche la pression, que le bloc se remet dessus, il vienne écraser mon sable, mais qu'il soit réparti, et que j'ai encore 1 centimètre de sable dessus. Donc, après, je reviens là, je recommence comme au début. Au début, j'ai posé mon bloc qui vient d'arriver sur le mur qui est en place. Auparavant, avant de poser le bloc, j'ai mis une couche de sable. Je ne sais pas quelle épaisseur. Il faudrait essayer. Je dis n'importe quoi, 1 centimètre. Peut-être 2 centimètres, parce que si c'est très lourd, ça va s'écraser le sable. Oui, c'est ça, par rapport à la pression. Il faut qu'il me reste une épaisseur de sable qui soit au moins égale à l'épaisseur de la corde. Mais pas beaucoup plus. Et tes cordes, tu les imagines de quel diamètre? Mes cordes, je les imagine de, je ne sais pas moi, plus on va descendre, plus il faudra qu'elle soit petite. Mais dans la mesure où j'arrive à tirer la corde et à sortir, c'est pas important. L'important, c'est que chaque fois, ma corde touche à la fois les aspérités du haut et les aspérités du bas avec du sable. Et qu'au fur et à mesure que je passe, le sable ça disparaît, la pierre fait comme ça, elle est un peu comme ça, je continue à scier et quand je sors, la pierre tombe. Okay. Encore une fois, et tu as raison de poser la question, aujourd'hui, je n'expose que des principes. En essayant de voir si, pour un ingénieur autre que moi, ça peut être pris comme hypothèse valable. Moi, en tant qu'ingénieur, je ne vois rien d'absurde. Je l'ai montré à des ingénieurs qui ne sont pas des gens qui passent leur vie comme moi à se poser ces questions.
Ils m'ont dit oui, oui, mais évidemment, ils m'ont dit, tu ne peux pas prouver que c'est vrai, tu ne peux pas dire que c'est la solution définitive, parce que, en fin de compte, on ne sait pas comment ils ont fait. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec eux. On ne sait pas comment ils ont fait. Mais pour l'instant, il y a des gens qui ont raconté des choses. Moi, je n'ai pas trouvé autre chose, à part Prodzen et Vicente Lila, qui ont approché, euh, qui, ont, qui ont émis des hypothèses de travail qui, quelque part, expliquent peu ou prou comment ça a été fait, qui expliquent pourquoi il y a des bossages, mais qui restent dans le flou au niveau du transport et au niveau du levage et de la mise en place. Moi, j'ai la prétention, et je veux rester humble quand même, en m'appuyant sur leur travail, qui est respectable et dont il faut tenir compte, en m'appuyant sur l'idée de mon ami, là, Laurent Domis, mettant tout ça ensemble, avec mon expérience d'ingénieur qui a travaillé dans le béton, je pense avoir amené quelque chose qui est plus complet. Ce n'est pas forcément la vérité, mais c'est plus complet. Et maintenant, ceux qui voudront démolir ce que j'ai fait, j'attends qu'ils le fassent, avec plaisir, pour voir où c'est que je me suis trompé ou pas. Mais moi, les gens qui disent bon, ça a été fait, ben, puisqu'ils l'ont fait, c'est fait, non, c'est pas suffisant. Et jusqu'à présent, je n'ai trouvé personne, mais personne sur Internet, dans la littérature, qui expliquait ce que j'explique. Je confirme, et c'est vrai que moi aussi, qui ai une formation, un cursus scientifique à la base, il n'y a rien qui m'a interloqué dans ce que tu as présenté, bien au contraire. C'est même l'une des solutions finalement les plus simples. Et on connaît le principe du fameux rasoir d'Occam, hein, Tout à où fait. la solution la plus simple est toujours la meilleure. Voilà. Donc, tu es ouvert à toute contre-proposition, hein. N'hésitez pas si vous Oui, oui, voyez. non, moi Voilà. je pense que bon, avec le temps, ma théorie va faire son petit chemin. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont la regarder avec intérêt. Et il y en a qui vont dire que c'est pas possible, mais je veux savoir pourquoi. Moi, je suis comme tout le monde. Je pourrais aussi vous dire que ça a été fait avec l'antigravité, que ces gens-là, c'est pas des gens d'il y a 1000 ans, que c'est pas les Incas, que c'est une civilisation avant antédiluvienne, il y a 40, 50 000 ans, 100 000 ans, 1 million d'années, et que ces gens-là avaient trouvé l'antigravité, donc le transport, pas de problème, qui savaient tailler les pierres au laser, mais moi, je ne peux pas le dire ça. Moi, je veux raconter une anecdote. L'année dernière, ou il y a 2 ans, Nassim Haramein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand astrophysicien, un peu des théories alternatives, admiré par les uns, adulé par les uns et honni par d'autres. Moi, je l'admire, je trouve que c'est un type très bien. J'ai eu l'occasion une fois de le rencontrer à Bordeaux, en VIP, c'est-à-dire un petit comité, et j'étais le premier de sauter dessus pour lui poser des questions. Et je lui ai demandé comment on avait fait les mules de Sacsayhuaman, puisqu'on est en train de parler de Sacsayhuaman. Et il m'a répondu, mais du tac au tac, antigravité laser. Bah, j'esquisse un petit sourire et je dis, bon, d'accord, je ne suis pas fermé à la possibilité de l'antimatière, de tout ce que vous voulez, parce que vous nous parlez de la matière du vide, machin truc. Je dis, bon, mais est-ce que vous avez une preuve ou un début de preuve pour me dire que ça a été fait avec l'antigravité et le laser? Il m'a dit, c'est dans mes équations. Ben oui, j'ai dans vos équations, là, excusez-moi, mais moi je suis ingénieur, mais j'y comprends rien. Vos équations d'astrophysicien, je n'y comprends rien. Donc pour moi, c'est pas une preuve. Et je lui dis, bon, mais écoutez, votre théorie, je vais vous donner la mienne. Et je lui ai expliqué ce que je lui ai expliqué ce que je vous ai expliqué là, sauf qu'à l'époque, je n'ai pas parlé de si. Il m'a écouté avec intérêt. Et il m'a même dit, mais écoutez, si ce que vous dites est vrai, j'arrête mes recherches. Et en guise de boutade, je lui ai dit, arrêtez tout de suite. Donc, tout ça pour dire que, bon, des grands esprits, des gens respectables, des cerveaux que nous, on n'a pas, vous disent que c'est fait avec l'antigravité et le laser. Je peux accepter ça, mais c'est pas acceptable par la science. Bon, donc il faut essayer de trouver quelque chose qui
Et moi, je pense que là, quand même, dans tout ce que j'ai raconté, ça reste du domaine du possible. C'est pas parfait. Il y a des gens qui vont trouver des défauts, il y en a sûrement. Mais moi, ça, j'ai pas inventé ça en 3 jours, hein. Moi, ça fait 3 ans que je réfléchis. Moi, ça fait 3 ans que je m'endors en pensant à Saxo-Raman. Et Mhm. je suis ingénieur. Mhm. Alors Et maintenant, ça puis, vaut ce que ça vaut. ce qui est intéressant dans ta théorie sur toutes les étapes qu'on a vues, c'est que au final, ça ne nécessite pas des milliers de personnes qui travaillent en même Non, temps, au on même nous a dit endroit. 20 000 personnes pendant 50 ans à tailler, à transporter des cailloux. Bon, aujourd'hui, on n'a pas parlé des transports, mais j'estime avoir passé plusieurs mois à faire des calculs de tirage de mégalithes. Euh, J'estime être capable de prouver qu'au-delà de 100 tonnes, c'est pas, ça tient pas la route, quoi. C'est pas faisable. Mhm. Ouais, tout à fait. Mais on pourrait en parler aussi, parce que c'est pas le sujet aujourd'hui, mais bon, à Olentin-Tambo, il y a 6 blocs mégalithiques à Meaux qui font 40-50 tonnes, hein, le Temple du Soleil. Ça vient d'une carrière qui est à 6 km. Il faut traverser la rivière, monter 900 mètres dans, euh, dans la montagne, et on les a descendus, traverser la rivière, on ne sait pas trop comment, si, à l'époque des basses eaux. Puis après, il y a 4 km en pente à 7 degrés. Le même Vincent Herly a fait un essai de traverser la rivière avec un bloc de. Il ne donne pas le poids parce qu'ils ne donnent jamais le poids, ce qu'ils font. Bon, moi, j'avais les photos, j'ai estimé que son poids était au maxi à 3 tonnes. Il traverse la rivière avec 45 personnes. J'ai fait le calcul. 45 personnes, c'est ce qu'il fallait, donc ça tient la route. Il arrive de l'autre côté, et puis là, il dit, parce qu'il est ingénieur, il sait ce qu'il dit. Il dit, bon, maintenant, il me reste 4 km pour monter là-bas en haut. J'ai des pentes de 7 degrés, 10 degrés. C'est pas la peine d'essayer par tirage, j'y arriverai pas parce qu'il me faut 600, 700 personnes. Et la piste, elle fait 4-5 mètres de large. Je ne vais pas y arriver. Et puis quand je vais arriver en haut, là, le premier mec qui tire la corde, 500 mètres derrière, il y a la pierre. Il arrive en haut, il faut tourner à 90 degrés. Comment il fait? Ça ne marche pas. Et il dit, eh ben, oui, mais moi j'ai trouvé parce que c'est un type qui a fait pas mal de recherches. Il a été à l'île de Pâques. Et à l'île de Pâques, il a transporté un moai, il a fait tourner avec un système à base de levier, de radeau avec des troncs et des leviers. Et il a dit, je vais appliquer ça à Oulet-Tantambo. Donc ils ont construit, j'ai la vidéo, j'ai des photos, on n'en parle pas aujourd'hui, une autre fois. Ils ont mis leur bloc de 3 tonnes dessus. Et avec 10 personnes, 15 personnes, ils l'ont fait avancer, le système de levier, ils l'ont fait avancer sur 10-15 mètres. Et il dit, voyez, j'ai réglé le problème. Et c'est là que je ne suis pas d'accord avec lui, parce qu'il n'a rien réglé du tout. Il a mis une pierre de 3 tonnes. Il n'a pas mis une pierre de 50 tonnes. Et il a fait ça juste à y démarrer une petite pente. Il n'a pas fait sur une pente de 10 degrés. Donc, c'est ça qui est gênant. Bon, les archéologues, lui, dogmatiques, et vous racontent que ça a été fait, mais calculent que dalle. Bon, là, on a affaire à un monsieur qui est très intéressant, qui fait des essais, mais qui fait un essai toujours pareil, avec une petite pierre. Alors, moi, comme je suis, on en parle une autre fois, j'ai pris son système, je l'ai bâti, je l'ai dessiné, je l'ai foutu sur une pente de 7 degrés, et j'ai foutu un bloc, j'ai même pas pris 50 tonnes. J'ai mis un bloc de 38 tonnes. Et j'ai calculé, avec des calculs de bras de levier, de moment, combien il fallait de personnes. Je suis arrivé à un chariot qui faisait 45 mètres de long, avec 150 personnes. Bon, encore une fois, et je n'ai mis que 32 tonnes. Je mets 50 tonnes, le chariot il fait 50 mètres de long, et il y a 500 personnes avec des bras de levier. Non, ça ne marche pas. Donc le problème du transport, le problème du levage est un problème numéro un. Et la seule façon de s'en soustraire, c'est de faire du moulage. Ah, c'est limite, Cette, c'est limite évident. Tu sais, c'était la grande phrase de Sherlock Holmes, hein, une fois que tu as mis de côté tout ce qui n'était pas bon et tout ce qui n'était pas prouvable, eh bien la seule solution qui reste, même si elle paraît complètement extraordinaire, c'est la bonne réponse. Et là, dans ce cas-là, la bonne réponse, bah, c'est le moulage. Et on l'a bien vu depuis le début de ces émissions.
avec ton système de sillage, rabotage, tu arrives à faire sauter les derniers remparts contre, contre cette histoire de moulage en faisant disparaître les défauts. Donc non, c'est vraiment très convaincant. Je crois que tu as d'autres Alors, diapos à... donc ça, c'est un petit peu le même dessin pour expliquer comment on fait pour recharger en sable humide. Vous voyez que le calage est ici, et avec des petits coins. Un coin, c'est très puissant, hein. Un coin, ça peut vous faire une sacrée pression. Et je veux juste lever mon bloc d'un centimètre, hein. Encore une fois, nous sommes dans la mise en place d'une hypothèse de travail, et je n'ai pas déjà, j'ai pris la peine de faire des petits dessins, il y en a qui n'en font pas. Alors, un dernier truc, là, j'ai remarqué que tous les blocs d'extrémité sont arrondis. Ce n'est pas peut-être forcément facile de faire ça en coulage immédiat. Alors, comme j'ai aussi l'œil du fabricant de béton, cette pierre qui est ici, moi quand je la regarde, je vois qu'il y a des... Vous voyez ces traces-là? Est-ce que ça se voit là? Ce que j'appelle des pans coupés. Je vois mal quelqu'un venir creuser avec un burin et faire des pans coupés comme ça. Donc je me dis, cette pierre, soit elle a été moulée, il y avait des défauts, mais à ce moment-là, c'est pareil. Il faut que j'enlève ces défauts. Et ces défauts, je peux les enlever pareil, avec mon méthode de scie. Il me suffit d'appuyer ma corde en haut et descendre sur la paroi, et je vais enlever tous les défauts. Et je vais faire ces pans coupés là. C'est pareil, je ne dis pas que j'ai raison, mais je voudrais qu'on m'explique comment ils ont fait ces pans coupés là. Tu vois ce que je veux dire là? Est-ce que tu le vois sur la photo là? Oui, on voit très très bien. C'est comme j'avais taloché là, hein, la surface plane là. Un bloc naturel n'aurait pas cette forme. Un bloc moulé avec des planches, la planche aurait donné ses formes. Mais moi, j'ai pas de planche. Moi, j'ai fait ça dans la terre. Donc, il faut que je dise, ben, ça sort de terre avec des défauts. Et comme j'ai une scie maintenant, voilà, je peux faire des pans coupés. Ce qui me conforte dans mon idée qu'ils avaient un système de scie. Ici, il y a quand même un point sur lequel je souhaiterais revenir, ces fameux chanfreins, du coup. Parce que tout à l'heure, on les avait mis de côté. Donc, tu avais expliqué que quand ils creusaient dans le moule, ils créaient ces chanfreins. Au final, à quoi ils servent ces chanfreins? C'est au moment où on va raboter, ça permet de mieux faire circuler la corde? Alors, les chanfreins qui sont en bas, là, on a vu que c'était des formes plus ou moins pour faire des vides, pour mettre des poteaux. Et sur les parties verticales, le chanfrein, il y est ou il n'y est pas. Parce que moi, j'ai mis l'hypothèse aussi que quand je scie verticalement du haut vers le bas, ma corde est tantôt un côté à gauche, tantôt un côté à droite. Et comme je vais passer 10 fois, je vais usiner en même temps mon chanfrein. Donc, j'ai mis l'hypothèse que les chanfreins verticaux, ils ne sont pas faits dans le moule, ils sont faits au moment où je scie. Parce que le gars qui scie, ben, il s'appuie d'un côté ou de l'autre des blocs, et en même temps qu'il scie, il fait des chanfreins. Voilà, c'est pour ça que j'avais J'avais tout à oublié de l'heure, dire ça. Oui. ça m'avait confusionné le fait qu'ils fassent aussi des chanfreins dans le moulage, parce que pour moi, j'avais compris que les chanfreins, finalement, ils étaient faits naturellement en sciant. Ouais, disons que le fait de le faire dans les moulages ou de faire une amorce de chanfrein permet d'avoir une bonne vision de l'arête au moment où tu vas scier. Parce que s'il n'y a pas le chanfrein, ben, tu verras à l'extérieur, mais s'il est peaufiné, tu verras moins bien. Là, tu vois vraiment. Les chanfreins, c'est pour éviter que ça s'épaufle au niveau des chanfreins. Donc, en mettant en contact un bloc contre l'autre, j'imagine qu'en ayant fait un début de chanfrein, l'opérateur qui va scier, il voit bien son trait de scie, il voit bien l'intérieur. Ouais, tout à fait. Bon, ben écoute, voilà, je pense on a fait le tour là sur ces trois émissions de cette méthode. Moi, je trouve voilà, révolutionnaire. Alors, effectivement, c'est pas la première fois qu'on entend parler de moulage par rapport à ces pierres mégalithiques. Et là, vraiment, tu apportes quelque chose de nouveau. L'explication, elle est tellement limpide
parce que effectivement, les problèmes de transport, les problèmes de levage, voilà, c'est à un moment donné, on arrive à les concevoir sur des petits poids de pierre, mais sur des pierres qui font des centaines et des centaines de tonnes, c'est juste pas possible. Ne serait-ce que cette image de la pierre levée et qui est retenue par 4 poteaux, oui, avec 50, 100 kilos, ça va, mais sur 3000 kilos, on comprend vite qu'il n'y a rien en dessous qui arriverait à les maintenir. Donc voilà, Et, quoi, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, ben voilà, si vous avez plus loin dans ces théories, si vous avez des choses à apporter ou même des contradictions. Hein. À partir du moment où elles sont étayées, c'est là où c'est intéressant. Si c'est juste pour dire que bon, c'est nul, vous ne prenez même pas la peine de l'écrire. Là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir soit des éléments de réponse qui vont dans le sens si, de... à la limite, celui qui me dit que c'est nul, je voudrais qu'il m'explique pourquoi. Voilà, c'est ça. C'est soit des éléments de réponse qui vont dans ton sens ou qui vont dans le sens inverse, mais étayés. Parce que l'intérêt, c'est vraiment de faire avancer la réflexion de tout le monde. Est-ce que tu avais encore quelque chose à rajouter, Joss Non, je vais m'atteler maintenant à vérifier si cette hypothèse peut être pertinente pour d'autres sites. Mais c'est pas évident qu'une hypothèse qui est pertinente pour Sacsayhuaman soit pertinente pour Ollantaytambo, Machu Picchu ou Pumapunku. Pumapunku, par exemple, les blocs c'est très différent. Là, on est passé à la gamme supérieure au niveau de la forme des pièces qui sont parfaites, c'est de la mécanique, c'est du Lego. Je pense que ça a été moulé, mais là, j'ai plutôt l'idée que ça a été moulé dans un moule métallique ou autre, qui a disparu. Mais là, je ne pense pas qu'on a scié. Je pense que c'est vraiment fait dans des moules, mais haut de gamme. On n'est plus. À mon avis, ce n'est pas les mêmes bâtisseurs. Je pense qu'il y a plusieurs sites, en particulier pour Mopunko par rapport au reste des sites, c'est beaucoup plus vieux pour moi. C'est, comme l'a dit Ponansky, là, qui a passé 55 ans de sa vie à étudier Pumapunku. Il a trouvé comme âge 15 000 ans par rapport au présent. Hein. Sacsayhuaman, ça peut être plus vieux, encore plus vieux, donc moins bien fait peut-être, ou plus récent. Mais bon, j'ai mes idées là-dessus. Je vais essayer d'appliquer cette méthode ailleurs, mais pour l'instant, j'ai comme l'impression que Sacsayhuaman, c'est un truc à part. Ok. Mais comme on voit ailleurs ces fameux tétons, ces fameux bossages. Ben, Et même en Égypte, hein, il me semble. et même en Égypte, à la pyramide de Mykérinos, il y a toute la partie du revêtement extérieur où il y a ces tétons. Et on voit ça en Grèce, hein. On voit ça au Japon, on voit ça en Italie, dans des murs en Italie. C'est à se demander si tout ça, c'est pas dans la même époque. Et s'il n'y avait pas un savoir oublié, mais un savoir mondial. Des bâtisseurs qui avaient un savoir mondial. Il n'y a aucune raison qu'on ait mis des tétons sur les blocs en Grèce et au Pérou, là. Ils ne sont pas censés avoir des communications, ces gens-là. Ça fait partie des mystères. Entendu. Voilà. En tout cas, merci pour toutes ces explications. Voilà, si vous voulez retrouver Joss, eh bien, tu as un site internet qui est très complet. Tu nous rappelles l'adresse. Geocast.fr. Tout sera aussi dans les liens en dessous de la vidéo. On te retrouve aussi dans le dernier film de Damian. Le film sur Rachi, là, une sacrée expérience, ça. Tout à fait. Ceux qui ne l'ont pas vu, je conseille d'aller le voir. Là. Oui, vous pouvez retrouver cette vidéo avec Damian sur Vimeo pour pas très cher. Hein, je crois qu'elle est à 4,89 €. Voilà, vraiment, ça vaut le coup, ne serait-ce que pour soutenir Damian et pour qu'il puisse continuer à faire ses recherches. Et puis enfin, on te retrouve, toi, dans les pages du prochain Génération Cité d'Or, dans le numéro 4. Qui est sorti, vous pouvez le retrouver sur le site. Et puis dans le numéro 5, tu vas nous amener toujours à partir du droit PACAL dans des dimensions là qui deviennent vraiment intéressantes. Voilà. Pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. Je vous invite à regarder, à vous rapprocher du site générationcdor.com pour découvrir ça à partir de début juin. Voilà.
Voilà, Joss, en tout cas, on te remercie d'être intervenu sur ces 3 émissions et puis on va te retrouver très bientôt sur d'autres thèmes sur Miasme TV. Voilà, et toujours sur des sujets aussi passionnants sur ces civilisations méso-amérindiennes. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.